Si, va bien. Oui, on y est. Parfait. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Merci. On se connaît depuis longtemps déjà. Je ne suis pas déçu, vous êtes pareil qu'à la télé. Michel Drucker, il faut du temps pour rester jeune, c'est votre 4e livre, tous parus chez Robert Laffont. J'ai le sentiment que vous prenez de plus en plus de plaisir à écrire ce livre. Vous savez, vous l'avez dit, à 56 ans, c'est pas d'hier. C'est tout un parcours de vie, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peine aussi. Vous savez, 56 ans dans un métier comme dans le nôtre, c'est les coulisses de l'export. Donc, très souvent, je me demande vraiment comment j'ai fait pour être encore là. Et j'ai voulu écrire ce livre parce que très souvent, quand je prends le TGV, je viens chez vous, il y a le contrôleur, je lui donne ma carte senior, et le contrôleur me dit toujours, mais la carte senior, vous ne devez pas l'avoir depuis très longtemps, parce que c'est 60 ans la carte senior. Il dit, si, je l'ai depuis 15 ans. À chaque fois qu'il s'assoit, il dit, mais ça vous fait quel âge déjà? Et c'était le titre au départ, que je donnais à ce livre. Et puis Charles Aznavour, qui était mon voisin en Provence, qui était mon maître, qui lui a vécu 95 ans, et s'il avait pas eu un problème pulmonaire, il aurait pu vivre pour quelques années, je lui soumettais toujours mes projets parce que dans ce métier, on a des maîtres. Moi, j'ai eu Léon Zitron dans une entreprise, ça me rappelle quelque chose. J'ai été son stagiaire. J'ai eu également Charles Aznavour, qui était mon baromètre. Et il y a quelqu'un qui habite chez vous, que j'ai connu à 18 ans, qui est pour moi le plus grand champion de tous les temps, qui est aussi mon baromètre, que Jean-Claude Kim. Et donc j'ai soumis à Charles Aznavour l'idée de faire un livre sur l'âge. Il me dit, ah, ça vous fait quel âge déjà? C'est un bon titre, mais ce serait bien qu'il y ait un titre où il n'y a pas âge. Et donc j'ai dit, ben, il faut du temps pour rester jeune. Et c'est vrai que le vrai challenge dans nos métiers, et c'est également dans le vôtre, comment on passe le cap du 2e, voire du 3e âge. À une époque, c'était en France, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, où il faut faire jeune. Il y a un vent de jeunisme qui souffle sur la France, peut-être parce qu'on a un gamin comme président de la République, mais comme il est marié à une épouse un peu plus vieux que lui, ça me rassure, c'est bien. Mais, et c'est vrai que depuis quelques années, je me suis dit comment on fait pour terminer une carrière aussi longue. Mais c'est le même problème que tous ceux que je reçois depuis des années. Chanteurs, comédiens, hommes politiques, évidemment champions sportifs. À quel moment il faut s'abandonner? C'est une vraie question que je pose dans ce livre et je la tourne souvent en dérision. J'en fais de temps en temps des chapitres souriants. Mais c'est une vraie question. Parce qu'il y a 2 ans, d'abord, j'avais déjà senti le boulet passer. Vous vous souvenez peut-être d'une émission qui m'a moins marqué, je ne sais pas si elle vous a marqué, vous appelez Champs-Élysées. Champs-Élysées, ça a été pendant 10 ans un rendez-vous incontournable sur France 2, avec toutes ces voitures qui arrivaient devant Pavillon Dernier, tous ces acteurs et ces stars en robe du soir et en smoking qui descendaient. Et puis, au bout de 10 ans d'un succès ininterrompu, il y a un patron qui est venu me dire il faut qu'on parle du renouvellement du contrat. Pas très sympa en plus parce que vous l'aviez invité à déjeuner à la maison. Voilà, alors il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, que dans nos métiers, le mois d'avril-mai est le mois le plus angoissant. Donc aujourd'hui, je suis angoissé. Très bien, je suis venu me désangoisser chez vous. Pourquoi? Parce que c'est l'époque, fin avril, début mai, jusqu'à la mi-mai, où on ne sait pas si on va être reconduit à la rentrée. Il n'y a pas de contrat très long. Et à l'époque de Champs-Élysées, le contrat se terminait et le patron me dit il faut qu'on parle de la suite. Tu sais, et venez déjeuner à la maison, on va fêter ça à la maison. Alors ma femme, très discrète, me dit je viendrai pour le café, je préparais le champagne. Et pour moi, c'était l'occasion de repartir pour une saison, mais qu'on allait fêter ça avec le président avant même que le public et que les équipes qui travaillent avec moi. Et au moment du café, ma femme ouvre la porte
amenant 3 cafés, et elle entend ceci. Cher Michel, on était à table depuis 1h30, on avait parlé de choses et d'autres, et là, il me dit, cher Michel, je vais être franc avec vous, la télévision de demain ne passera pas par vous. Vous êtes un homme du passé, c'est le cas de Bernard Pivot et de Jacques Martin. Et ma femme ouvre la porte à ce moment-là. Elle entend, vous êtes un homme du passé. Je crois que sa France a fait un tour complet. Il faut peut-être juste dire que vous aviez 48 ans. Même pas, 45. Oui, 45. Elle ouvre la porte. Le patron lui dit, ah mais je comprends qu'on rencontrait, on vous voit pas beaucoup. C'est vrai que j'ai une femme très discrète qui se montre jamais. Elle a été connue bien avant moi. Et elle ouvre la porte. Elle lui dit, voilà, je suis la femme du has-been. Je suis la femme du vieux. De sucre dans le café. Et elle est partie. Le patron voit que je suis un peu déconcerté. Je dis, comment je vais annoncer ça aux équipes? Et là, depuis, il n'a pas à comprendre. Si l'émission était en perte de vitesse, mais comme c'est une émission qui marche très fort, je le raccompagne à l'ascenseur, il voit que je suis un peu perturbé par tout ça. Et là, il m'assène le coup de grâce. Il me dit, je vois Michel que vous êtes un petit peu perturbé parce que je viens de vous dire, j'ai été maladroit, vous savez ce qu'on va faire? Vous reprenez les Champs-Élysées encore pendant 6-8 mois et vous formez un jeune. Comme dirait Johnny, ça fout un cul. J'étais KO. C'est la première fois de ma carrière où j'ai senti que ce métier est d'une grande fragilité. S'il dépendait que de vous, ce serait rassurant parce que j'ai l'impression qu'on a un rapport affectueux et complice depuis tant d'années. Mais ça ne dépend pas que de vous. Ça dépend d'un patron qui veut rajeunir, ça dépend de la presse, ça dépend de plein de choses. Avant, maintenant, ça dépend évidemment de l'image. Mais même maintenant, regardez, je vais vous faire la liste d'une dizaine de personnalités de la télé que vous avez aimées, que vous aimez toujours, mais que vous avez un peu perdu de vue. Patrick Tornavant, Claire Chazal, Georges Clermont, Gérard Rolls, Julien Lepers, Catherine Serra, à la rentrée, Patrick Sébastien, William Ménage. La liste est très très longue. C'est sur 10 ans. On leur a tous demandé de rentrer chez eux sans oser leur dire c'est parce qu'ils avaient le livre. Donc c'est le vrai problème de nos métiers. À quel moment, donc pourquoi j'ai écrit ce livre? Je me suis dit je vais faire l'inverse. Plutôt que de me trouver dans cette situation, je vais anticiper et je vais partir avant. Le problème dans nos métiers, c'est à quel moment on s'en va. Ni trop tôt, ni trop tard. Et ça, c'est beaucoup. La retraite, elle dépend de vous. Hein. Il y a un monsieur que j'aimerais rencontrer un jour pour lui dire entre quelque chose que je pense de lui. C'est le monsieur qui a inventé la télécommande. Okay. Parce que moi, j'ai parti d'une génération où pendant 20 ans, il n'y avait pas la télécommande. C'était mal. Alors c'est vrai que, comme j'aime bien me moquer de moi et me moquer de ce métier aussi, je me dis que le dimanche après-midi, les personnes qui vous ressemblent, plutôt un peu seniors, une fois dans le canapé, elles ont mis appuyé sur le bouton sur la 2. Si vous perdez la télécommande, le temps de la retrouver, vous faites mal au rein, et puis vous restez sans lui. Donc voilà pourquoi ce livre. Ce livre, c'est comment on fait pour dire au revoir à un métier qu'on aime plus que tout, parce que c'est ma passion, et à quel moment on anticipe et on dit au patron, ne vous inquiétez pas, vous n'arrivez pas à me dire que je suis trop vieux, je pars le prendre. Et depuis que je me suis dit ça, depuis Champs-Élysées, ouais, c'est marrant, mais tous les patrons qui m'ont dit ça sont eux qui sont partis les premiers. Mais ce que vous racontez à votre film, Guillaume, c'est davantage qu'une anecdote, parce que si je vous ai bien lu, à partir de là, la préoccupation elle est quasi permanente. Chaque année, on se dit, est-ce que ça va m'arriver de nouveau? Et ça arrive à nouveau en 2015. Là, par exemple, je termine l'année de Dimanche qui avait été arrêté pendant 2 ans pour cause de jeunisme. On a arrêté Dimanche avant le journal
C'était Laurent Delahousse qui avait pris la place, avec Rajuni. Et puis après 2 ans, on m'a demandé de revenir. Donc, je me suis dit, ben, je suis peut-être pas encore complètement cul. Donc je suis revenu, ça marche bien, mais le contrat, il se termine là. Vous voyez, il n'est pas impossible que je cherche du travail en Suisse dans un mois. Non. Vous n'allez pas organiser le déjeuner avec le président de la chaîne la semaine prochaine? Alors, c'est pas aussi simple que ça. D'accord. C'est pas aussi simple que ça, parce que comme il y a des problèmes économiques dans toutes les chaînes de télévision du monde, il y a plus de budget d'abord, ça traîne. Mais d'autres artistes sont dans le même cas. Par exemple, Laurent Ruquier, qui est mon voisin, il fait son émission sur celui de la première aussi, il ne sait pas. Et donc on s'inquiète. Les équipes s'inquiètent. S'il n'y avait que moi, ma carrière en effet, bon, si ça s'arrête demain, je remercie déjà le bon Dieu de m'avoir laissé à l'antenne si longtemps, puisque je suis le plus âgé de toute l'histoire de la télévision. Quand les Américains viennent en France ou les Allemands, c'est souvent de venir, vous avez un japonais en disant, il paraît qu'il y a un mec ici qui est là depuis 55 ans. Donc oui, comment il s'appelle? Michael Brooker. Oh, Michael. Alors il vient me voir, et il y en a un qui m'a dit une chose formidable, il dit, je sais Michael Brooker, qui est là depuis 55 ans. Alors j'ai dit, mais c'est moi. Et le gars m'a regardé comme s'il était son fils. Il dit, non, c'est bien moi. Il me dit, mais how old are you? Alors j'ai dit, ben voilà, j'ai 77 ans. Il m'a dit, mais à quoi vous carburez? Je dis, je ne me drogue pas, je ne me fume pas, mais j'aime ce métier plus que tout, et j'ai la chance d'être encore en forme. Il était très très surpris, parce que dans aucun pays du monde, une carrière à la télévision comme celle que je fais ne dépasse 25-30 ans. C'était déjà considérable. Mais là, je me dis, ben voilà, alors, je commence à me dire, ben, j'ai un public de seniors, donc il faut bien que les seniors soient bien représentés. Dans les 20 ans qui viennent, il y aura 22 millions de Français qui auront plus de 60 ans. Donc j'en vois ici qui me regardent, on est un peu de la même génération. Vous êtes mon assurance vie. Vous dites, c'est surtout pour les équipes que j'ai pas envie que ça s'arrête. Vous êtes une grande honnêteté dans ce livre. Vous dites finir retraite sur les défauts que je hais, et vous ajoutez est-ce que j'ai une tête de fini? Bah, si je peux me permettre, la réponse est non. Alors cela dit, moi je vis avec ce stress-là qui est contagieux, parce que moi je passe ma vie à recevoir des gens célèbres depuis 56 ans maintenant. J'en suis à ma 3e génération d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, de chanteuses, d'écrivains, d'hommes politiques. Et c'est vrai que j'ai vu passer également tellement d'artistes qui ont connu des hauts et des bas, que je sais ce que c'est à travers eux que disparaître. J'avais fait un livre, une tranche-vie qui s'appelait De la lumière à l'oubli. Ce n'était pas la lumière à l'oubli, c'était comment on vit le passage des paillettes à la bougie. Et ça, je dis ça avec plein de chanteurs. Il y a des chanteurs que vous aimez, qui ont disparu, qui sont revenus, d'autres qui n'ont chanté qu'un seul été, des actrices qui ont été la vedette d'un film, 2 films, des présidents de la République qui n'ont fait qu'un seul mandat, si je me regarde. Donc voilà, moi je suis confronté à ça tout le temps. Sur mon canapé, par exemple demain après-midi, dans Vivant, je vais avoir toute l'équipe de, je crois, parce que j'en ai enregistré beaucoup, de la suite des petits mouchoirs. Que ce soit Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Lafitte, tous ceux qui étaient là dans le premier, Cluzet évidemment, 10 ans. Les petits mouchoirs qui ont un grand succès chez vous également, c'est devenu maintenant Nous resterons ensemble. Ils se retrouvent 10 ans après, c'est un peu le film de Pialan qui avait dit nous ne vieillirons pas ensemble, lui il dit nous resterons ensemble. Ben, je peux vous dire que tous ceux qui étaient là, 10 ans sont passés depuis. Certains n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient, et d'autres sont devenus célèbres. Dans le premier film, Gilles Lelouch, il était un petit figurant qui a du mal à réussir, alors que Guillaume Canet et Cluzet étaient des vedettes. Des années après,
il a écrit le Grand Bain, il a réalisé le Grand Bain, il est devenu avec moi. Moi, je vois passer devant moi des gens qui ont été au sommet et qui ne le sont plus. Je vois passer devant moi des gens qui étaient des stars, je n'étais rien. Vous savez, quand on a 22 ans, c'est plus mental. À l'époque, on a la chance de recevoir sur son plateau De Funès, Jean Gabin, Bourvil, Johnny déjà, Aznavour, c'est tous des stars. Il y en a qui ne sont plus là. Et ce qui est le plus éprouvant, c'est les années après de retrouver des gens qui ne sont plus ce qu'ils étaient. Et moi, j'ai fait mon chemin et ça me pose souvent un problème. Vous imaginez toute la tournée achetant des têtes de bois. Il y a des très jolies pages sur cette tournée, tournée qui a été reprise par Christophe Le Charat. Moi, quand j'ai débuté, la star, c'était. Il y avait encore Hervé Villard qui était déjà là, c'était Marcel Amont, c'était Michel Thor, c'était Isabelle Aubray, c'était Nico Macias, c'est Dick Rivers qui vient de l'occuper. Donc, 40 ans ont passé, 50 ans ont passé. Il y en a ceux qu'on a perdu de vue, il y a tous ceux qui ont disparu, toute l'équipe de Starmania, il y a tous ceux que vous avez aimés qui sont partis, avec une vitesse effrayante, regardez en un an, Johnny, France Gall, Jean Rochefort, Anne Lemon, Claude Rich, vous imaginez, Dick Rivers, Johnny évidemment. Donc tout ça fait qu'il y a ceux qui sont partis, ceux qui sont encore là, mais qui n'ont plus 20 ans. Et au milieu de tout ça, il y a un gars à la télé qui est encore là et qui a vécu tout ça et qui a l'impression qu'il n'est pas encore au cimetière. Moi, j'ai même l'impression qu'il a la ferme intention d'arriver jusqu'à 100 ans. C'était le projet qu'on avait avec Charles Aznavour. Charles était mon voisin en Provence et il m'avait dit il y a un an, on se voyait tout le temps, Michel, je veux chanter jusqu'à 100 ans. Je n'ai aucun problème, Charles, très bien. Il me dit oui, mais donnez-moi une idée pour fêter mon centenaire sur scène. Alors je lui ai dit écoutez, devant la Tour Eiffel, non, Johnny l'a fait, tout le monde l'a fait. Je ne sais pas, Bercy, les plus grandes salles, un stade, le stade de France. Et je lui ai dit, j'ai une idée. La place de la Concorde. Combien peut être de spectateurs? J'ai dit, plus d'1 million. Formidable. Vous savez ce qu'il me dit? D'accord, mais je veux que la scène soit à la hauteur de l'arrivée du Tour de France et que derrière, il y ait l'arc de triomphe. D'accord, Charles. Et il voulait que je présente ce gars-là du centenaire. Et il aurait pu. Vous savez qu'en France, il y a 21 000 centenaires. La première, Jeanne Calment, c'est vrai qu'il a interviewé il y a plus de 50 ans. Donc j'ai connu la première, je ne vois pas Bambi. Et depuis, il y en a 21 000. Donc 21 000 centenaires, j'ai plus de copains de 88 ans, 90 ans, je suis encore du vélo avec eux. Donc moi, je pensais que Charles serait le premier artiste qui chanterait à 100 ans, et puis le destin l'a pas souhaité. En tout cas, ce livre, c'est un livre, c'est une réflexion sur comment vivre. Oui, il est militant d'une certaine manière aussi. Hein, c'est dire, finalement, le troisième âge, que Jeanne Jourdain appelle le troisième acte, finalement, il est important. Aujourd'hui, on est mieux portant quand on est un peu plus âgé. Et puis, Charles Aznavour avait une formule formidable, il disait vieillir, on ne peut pas l'éviter, mais devenir vieux, c'est pas la même chose. Entre vieillir et devenir vieux, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est un sujet qui m'a intéressé, donc j'ai écrit sur ce livre, et puis je rends hommage également à mes médecins, parce que comme je suis hypochondriaque, on organise le médecin derrière. On en dira un mot tout à l'heure. Et vous avez remarqué que la triple couverture de mon livre, c'est l'ordonnance optimiste du Dr Drucker. Exactement. Parce que vous le savez bien sûr, je vous en ai souvent parlé, je suis fils de médecin, frère de médecin, hypochondriaque, je vois des médecins tout le temps. Avant de prendre le train tout à l'heure, j'ai passé un moment formidable, je suis au laboratoire, on m'a donné le résultat de mes analyses, j'ai bon partout. J'ai des notes formidables partout. Le cholestérol, top. La prostate, le PSA, parfait. Le cœur, parfait. J'ai passé pratiquement toute la durée du voyage à regarder mes analyses.
Ah, il y a pas mal de pages dans ce livre, parce que vous êtes journaliste, donc journaliste un jour, journaliste toujours. Oui. Et quand on veut savoir comment on devient centenaire, eh ben on va demander à ceux qui savent. Et par exemple, le docteur Alain, il est incroyable ce livre. J'ai rencontré un médecin qui est le spécialiste des centenaires. Il a écrit des livres sur les gens qui ont 100 ans. Et il m'a donné beaucoup de conseils. Et il m'a dit une chose que je savais déjà, c'est dans la tête, avoir des projets, bouger, évidemment, pas trop boire, pas trop fumer, mais ça, j'ai de la chance, j'ai jamais goûté de l'alcool et j'ai jamais fumé, avoir une vie costaud, et j'ai beaucoup appris. Mais c'est vrai que Johnny, qui était mon grand copain, il disait toujours, dans les dernières semaines de ses concerts, il était tellement malade depuis longtemps. Moi, je savais qu'il avait un cancer du poumon depuis déjà plusieurs années, mais c'est aggravé. Et quand il était devant sa glace, dans les zéniths, avant d'entrer en scène, ou dans mon bureau avant d'entrer sur le plateau de télévision, on se regardait tous les deux, il était 6h, 18h, il allait chanter 2 heures après, il était dévasté de fatigue, et il disait toujours, il m'a donné des cours pour l'imiter, il disait « Pourquoi on n'a pas la même gueule? Pourquoi on a le même âge et on n'a pas la même tête ?» Alors je disais toujours à Johnny, écoute Johnny, je fume pas, je bois pas. J'essaie de me coucher tôt. Je travaille tout le temps. Je fais 1 heure de sport par jour. Je nage, je pédale. J'ai une vie comme une vie provinciale à Paris. J'ai pas de vie mondaine. Voilà, je vais les médecins, je fais les checkers. J'ai la même femme depuis 45 ans. Et il me disait, quelle vie de con. Donc voilà, si vous voulez réussir votre vie, ayez une vie de con. Alors effectivement, vous avez été extrêmement bien réglé de ce point de vue-là, et vous publiez dans le livre vos repas, la liste de vos repas, oui, parce que c'est assez sévère. Hein. Ouais, parce que j'ai des compléments alimentaires, je mange pas beaucoup de viande. Bon, merci Jamie Longo. Oui, vous savez comme moi, et c'est pas par hasard si la passion de ma vie, après ma femme bien sûr est un métier comme ma chaîne, c'est que j'ai un rapport passionnel avec le monde animal. J'ai un refuge, ma femme aussi, elle est totalement impliquée, elle fait des militantes. Voilà, faire mal aux animaux, c'est insupportable pour moi. Donc, je ne mange pas beaucoup de viande, mais j'ai rencontré une championne extraordinaire que j'aime Longo, qui a 52 ans. J'ai fait une émission avec elle il y a 15 ans. Et comme elle savait que ça m'intéressait, elle m'a dit, je vais vous dire ce que vous devez prendre. Donc il y a un laboratoire qui s'appelle Vivre Plus, vous l'avez sur internet, à Nantes. Ce sont des compléments alimentaires, ce n'est pas des produits dopants, attention. Et donc à base de plantes, et je prends tous les jours mes compléments alimentaires, j'en donne le détail. Et puis j'ai plutôt tendance à manger toujours la même chose, et ce n'est pas des choses qui font du mal. Par exemple, il y en a qui, quand je raconte ça à mes copains qui aiment bien manger, bien boire, ils disent c'est vraiment un grand malade. J'ai une passion folle pour les endives. J'ai tout compris ça. Ce que les Belges appellent les chicots. Donc, toutes sortes. Les endives au jambon, les endives braisées, les endives à l'eau, les endives au jambon, au Chanel, les endives avec des noix. Donc, je peux manger des endives tout le temps. Je peux manger de la soupe aux légumes tout le temps, des salades tout le temps, des hors d'œuvre tout le temps, du riz tout le temps, des pâtes tout le temps. Et comme je fais quand même du sport, ce sont ça des sucres là. Mais ça m'a amusé d'écrire tout ça, mais chacun à sa façon. Je vois parmi vous, il y en a vraiment comme une mine. Hein. Ne faites pas votre âge, madame. Mais chacun trouve son rythme. On finit par bien se connaître. Et puis, M. Allard, il m'a dit que voilà, pour bien vieillir et bien le plus longtemps possible, il faut être curieux, il faut lire. C'est bien que vous soyez au salon du livre. Il faut avoir des projets. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais dans le train tout à l'heure. Je réfléchissais au 3, au 4e âge, que je vais faire dans 2 ans, dans 3 ans. J'ai besoin que le cerveau. Vous êtes infatigable, hein, vous révélez dans ce livre que vous réfléchissez déjà à un 2e seul en scène. Oui, quand je dis seul, c'est presque seul. seul. Je suis allé sur scène, je suis venu jouer chez vous, d'ailleurs c'est un grand souvenir. J'ai fait 130 dates. Jamais j'aurais imaginé que je pourrais faire ça, je me suis dit allez j'y vais.
Je veux savoir ce que c'est d'être tout seul sur scène, qu'est-ce qu'ils ressentent tous ceux que je présente depuis tant d'années sur mes plateaux. Donc j'ai écrit un spectacle qui s'appelait Seul avec vous. Et je raconte un peu tous les souvenirs que j'ai dans mes livres, certains d'entre eux. Et ça a tellement bien marché, j'ai joué partout, j'ai joué à Tel Aviv, j'ai joué à Beyrouth, j'ai fait 130 dates dans des théâtres. Et ça m'a tellement plu, j'ai eu la peur de la vie, que je suis en train d'écrire le prochain. Et donc dans quelques mois, je serai à nouveau sur scène et je viendrai en Suisse. Mais ça, c'est ce qui fait qu'il faut avancer. Regardez, Claude Lelouch, il a 83 ans. Polanski, qui vient de faire son dernier film, ça s'appelle Dreyfus, 86 ans. Vous imaginez. Il y a des gens dans mon métier, regardez, Lille Renaud à 90 ans. Elle tourne 3 téléfilms par an. Donc, la fatigue du succès, la fatigue de la passion, la fatigue de l'excitation intellectuelle n'est pas la même fatigue que l'attente du succès. Quand on a la chance de faire un métier qu'on aime, c'est déjà une chance incroyable. Mon père, il était médecin jour et nuit, il était de garde toutes les nuits, il est arrivé de faire 2 accouchements la nuit, je l'ai accompagné dans les fermes de Basse-Normandie. Donc je sais ce que c'est. Ça a été une bonne école hein, pour l'hygiène de vie dessus, votre père. Absolument. Et puis moi, je travaille peut-être beaucoup plus que les autres parce que comme je n'ai pas fait d'études j'ai quitté l'école à 17 ans et j'ai fait plein de petits boulots. Peu de gens le savent. Quand je suis rentré à la télé à 21 ans, 22 ans, j'avais déjà derrière moi 3 ans de galère, j'avais été photographe de plage, j'avais été moniteur d'enfants difficiles, j'étais coursier, j'ai fait mon service militaire aussi. Donc j'ai nettoyé les avions à Orly, voilà, j'étais avec les travailleurs immigrés, les débuts d'immigration. Comme j'étais fâché avec ma famille qui ne me pardonnait pas pour avoir fait l'étude, j'avais dit à mon père, je reviendrai que lorsque j'aurai trouvé quelque chose. Donc il m'a pas donné 1 centime quand je suis parti. Je suis monté dans le train, je lui ai dit je reviendrai quand j'aurai trouvé quelque chose. Donc j'ai beaucoup travaillé plus que les autres pour combler, ben voilà, c'est quand on fait rien à l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans, cette décennie-là, je peux vous dire quelque chose. Donc je rattrape ça. Et je dois dire que chaque émission pour moi est un examen de passage. Ma femme vous dira, la veille de l'émission, je dois avoir un écrivain, 10 acteurs, parler d'une pièce de théâtre, parler d'un spectacle, d'un DVD ou d'un champion. Je travaille comme si je passais un examen. J'ai tellement eu peur des examens que j'ai ratés quand j'étais gamin, jeune, que maintenant je fais l'inverse. Je travaille toujours pour mes examens, et mes examens, ben, je les passe devant vous. Donc il ne faut pas se louper. Michel Drucker, ce livre, j'ai le sentiment que c'est aussi une forme d'hommage à votre papa, Abraham, qui a été évidemment très important, même si lors de votre première télé, vous aviez une tremblote épouvantable. Il vous a dit il faut abandonner tout de suite. Ça ne fera pas la peine. Il a fait pire, il a téléphoné. Mon père était quelqu'un d'extrêmement ambitieux. Il avait échappé par miracle à la déportation. Il s'appelle Abraham Drucker. Je me souviens des brumes d'Europe de l'Est, comme tous les Askénazes. Et moi, mes parents sont arrivés en France dans les années 30. Ils venaient de Roumanie, de Bukovine, qui est maintenant une province qui est l'Ukraine, pays en guerre, une partie de l'Ukraine. Et mes parents sont arrivés en France dans les années 30. Ils n'étaient pas français, ils ne parlaient pas bien français, ils ont été naturalisés en 1937. 37 en France, chez nous, c'est la Beauce, c'est le Fonds populaire, c'est les premiers dont j'ai payé. Donc moi je suis devenu français, je suis né en 42, donc je suis né en France. Mais mes parents étaient français depuis peu de temps. C'est donc que mon père a toujours dit, il faut remercier la France de nous avoir accueillis. Donc la seule façon de remercier tout ça, c'est d'être des numéros 1 et d'être des sujets exceptionnels. Alors mon frère Jean a été un très grand étudiant brillant, il était à l'ENA, il m'a rejoint plus tard, il a créé M6, il était patron d'RTL. Mon frère Jacques, qui est plus jeune que moi, c'est l'un des plus grands épidémiologistes du monde, grand médecin, conseiller scientifique à l'ambassade de France à Washington pendant des années, il a pris sa retraite, et moi j'étais au milieu de tout ça. Et donc je peux vous dire que ça chauffait. Eux, ils ont fait des études exceptionnelles.
Et moi, j'ai décidé de fabriquer moi-même mes propres prothèses. Alors, être autodidacte, c'est pas un avantage, mais ça aussi, on bosse plus que les autres. Voilà. On est obligé de travailler plus que les autres. Donc voilà, mais c'est vrai que mon père, quand il m'a vu arriver sans donner de nouvelles, il ouvre en janvier 65, il ouvre la télévision, il n'y avait qu'une chaîne, Sport Dimanche, il me voit, moi, le gamin de 21 ans, tremblotant entre Roger Coudet et Léon Zitrone, il a appelé ma mère. Je vais vous raconter une anecdote incroyable. Mon père travaillait dans son cabinet était au rez-de-chaussée, une petite ville de province, en Basse-Normandie. Le jour où j'apparais à la télévision, il est en train d'examiner une dame dans son cabinet en position gynécologique. Vous imaginez la scène. Ma mère est au premier étage. Le journal télévisé qui durait 20 minutes vient de se terminer. Arrive Sport Dimanche, la grande émission sportive, l'ancêtre de Stade 2. Il n'y avait plus de chaîne, donc on n'y pouvait pas. Et ensuite, il y avait le film du dimanche. Ma mère hurle, viens voir. Viens voir. Mon père a foulé l'espionnage. Il plante cette dame dans la position que je vous dis, avec ses gants, avec ses instruments. Il montre au fond de la table et il me voit. Il me voit à la télé. Je n'ai pas donné de nouvelles depuis des mois. Il savait que j'étais stagiaire, petit boulot. Et je reste à l'antenne pendant 10 minutes à annoncer des résultats sportifs. Et là, il est tellement effaré, ça dure longtemps. Hein. Je reste 10 minutes à l'antenne, il regarde l'émission jusqu'au bout, et il décroche le téléphone, et je ne sais pas comment il s'est débrouillé par les renseignements, il appelle le patron. Tout ça prend entre le moment où il monte et il appelle, ça fait 20 minutes. Et pendant ce temps-là, la dame est toujours en bas dans les courants d'air. Mais il y a une chute à cette histoire. Et il a appelé. Il a appelé le patron de l'époque. Je suis le docteur Brucker, je suis le père du gamin que vous avez mis à l'antenne. Vous êtes complètement inconscient. Il n'a pas fait d'études. Il fait des fautes d'orthographe, il n'a pas de syntaxe, il n'a pas de grammaire, c'est un anxieux, il a fait un zona, il se range les ongles. Et voilà un truc, voilà quelque chose qui vous donne une carrière. C'est un bon début de carrière, oui. Vous imaginez votre fils, votre petit-fils, qui va participer, je ne sais pas, à la Starac, ou qui fait l'apparition sur la télévisée, et vous téléphonez en disant non, arrêtez-le, il est nul. Donc ça, je peux vous dire que ça m'a secoué. Et alors, il y a une suite drôle à cette histoire. La suite, vous connaissez. J'ai fait mon chemin. C'est qu'un jour, dans un salon du livre, comme celui-là, il y a une dame qui est venue pour faire signer un livre. Et je voyais, elle attendait, même qui souriait, une dame un peu âgée, monsieur. Ouais. Elle arrive vers moi, elle me dit, vous savez, je vous connais très très bien. J'ai entendu vos débuts. C'était la dame. C'était la dame, c'est mon papa avec lui. On lui dit, j'ai bien connu votre papa. Il dit, oui, j'ai bien connu l'intérieur lui aussi. Voilà quoi. C'est le souvenir drôle de cette aventure, sauf que je peux vous dire que quand le patron a rapproché les boulevards en disant, il a dit au patron, le patron a dit à mon père, justement, écoutez docteur, votre fils, ça fait 1 an qu'il est stagiaire chez nous. Non seulement vous l'avez vu ce soir, mais vous le reverrez souvent. Il est passé bien bien. Et voilà. Mais mon père a mis des années avant de comprendre ça, ma mère aussi. Ma mère ne comprenait pas qu'on puisse faire ce métier sans diplôme. Et mon père ne pouvait pas comprendre qu'on puisse réussir sa vie sans la passer d'une grande école. Ma mère, elle aimait que le grand échiquier. Pas de chance. Hein. Et de temps en temps, elle me balançait des choses sans savoir que ça me faisait beaucoup de peine. Mais là aussi, elle m'a stimulé. Un jour, elle me dit, tu as vu ce que Jacques Chancel reçoit, qui reçoit dans le grand échiquier? You Diminué, plus grand violoniste du monde. Ma maman, lui adorait la musique classique, elle faisait un peu de mandolin. Il reçoit Pavarotti, Sacha Reif, encore Arthur Rubinstein. Et puis Karajan, en duplex depuis Berlin. Et toi, dans Champs-Élysées, qu'est-ce que tu reçois? Je disparaisse sous la table. Je disais, je reçois François Valéry.
C'est la famille de Paul? Non. Non, non, comment? C'est un chanteur. Je reçois Hervé Villard. C'est le fils de Jean Villard qui a créé le Festival d'Avignon. Non, il chante. Ah bon, est-ce qu'il a chanté? Caprice, c'est fini. Ma mère ne savait même pas que Caprice avait commencé. Et il a Maddy Lesclé, cette grande voix. Et toi qui as Mireille Mathieu, bon, c'est ça. Et puis là, il a quand même parti de Boutchon. Toi, qu'est-ce que tu as? De Charles Clermont. Que des artistes qu'elle ne connaissait pas, pour lesquels elle avait. Mais elle ne les connaissait pas. Donc j'ai eu du mal. Et la première fois que j'ai reçu dans la rôtie, et que j'ai reçu tous les grands virtuoses de la musique classique, mais heureusement, ma maman n'était plus là pour le voir. Le tout début du livre, vous vous rendez à Saint-Rémy-les-Chevreux, chez quelqu'un qui vous a quitté lui aussi, Raymond DeVos, et vous y allez à bicyclette, parce que vous avez dit, Michel, si vous passez par là, vous verrez. C'est le début du livre. C'est le début du livre. Je mettrai un panneau, si vous venez en vélo, arrêtez-vous. Alors, Michel Drucker, il y a quelqu'un qui adore parler de vélo et qui a envie de parler un tout petit peu avec vous. C'est le président d'honneur de ce salon, Eric Fotorino, qui nous rejoint. Eric, il est là, Eric? Ah oui, là. Et je ne peux pas me faire plus plaisir parce qu'on se connaît bien avec Eric. C'était le grand patron du journal Le Monde. Et puis lui, attention, Eric Fotorino, il ne s'en vantera pas parce qu'il sera modeste. Non seulement il aime le vélo, mais il a participé à Saint-Médard à une course qui devait être le Midi Libre, qui est une course terrible, où il a fait le même parcours au sein d'une équipe qui devait de Badio, je ne me pas, que la Française des Jeux. Et je peux vous dire que pour faire ça, il faut déjà pas seulement aimer le vélo, mais il faut savoir souffrir. Alors je suis content qu'il soit là parce que j'ai reçu Raymond Pulliver l'autre jour dans mon émission, et puis Jean-Claude Lamy qui a fait un livre sur Raymond, et puis j'étais au téléphone tout à l'heure avec M. Laborde, qui a Pau avec cet accent Christian Laborde, au pied du Tourmalet, nous enchante quand il écrit sur le vélo. Donc je suis très heureux que les Fotorino soient là. Je vais même un jour poser une question dans un document qui me poursuit encore parce qu'il a été vendu dans le monde entier. C'est le seul documentaire qui a été fait sur Lance Armstrong. Et j'avais demandé à Eric Fotorino de lui poser directement la question sur le dopage. Eric, je suis très touché de vous voir aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel. Mais quand les organisateurs de ce salon m'ont dit Michel Drucker sera là, est-ce que vous viendriez? J'ai dit et comment, même à vélo, même à pied, par n'importe quel moyen de locomotion pour venir vous saluer et vous dire merci pour 1000 choses. Évidemment, ce que vous rappelez là comme souvenir, c'est un souvenir fort parce que ça a été le mensonge empiféré. Ça a été vous sauver cette question et c'était un jour très particulier, je le dis pour nos amis qui sont là. Parce que vous aviez demandé à 2 personnes de venir, et dans les studios Gabriel, il y avait Laurent Fignon et moi. Laurent Fignon, voilà, qui était malade. Et on apprenait juste qu'il était malade. Il avait le cancer en commun avec Armstrong. Voilà, et c'est ça qui avait fait que Laurent avait posé cette première question à Armstrong sur le cancer, et Armstrong avait été très ouvert et très chaleureux avec Laurent. Et lorsque, après 1000 précautions, je lui avais posé une question sur le dopage en lui disant j'admire beaucoup votre parcours, mais je serais tout à fait admiratif sans ombre si vous nous disiez à nous tous téléspectateurs français que jamais vous ne vous êtes dopé, alors là ce serait formidable. Et vous vous souvenez, Michel, que la réponse a été never. Je ne me suis jamais dopé, je n'ai jamais rien pris. Alors, vous savez, dans une carrière, quand on fait ce métier depuis 56 ans, j'ai des souvenirs forts évidemment. Eh bien, les souvenirs les plus forts, bien sûr, Gabin me laisse un souvenir très fort, bien sûr de Funès, bien sûr des grands qui ne sont plus là que j'ai connus. Je dis, ça va de soi, Aznavour, mais ce sont les champions qui m'ont le plus marqué parce que on ne le redit pas assez, parce que la jeune génération pense que ma carrière a commencé avec Champs-Élysées, mais avant, j'ai fait 5 Coupes du Monde. Donc, j'ai été reporter sportif pendant des années, j'ai suivi quelques Tours de France dans l'ombre de Chapa, de Jacques Anquetil. J'adore le vélo. J'ai grandi en Bretagne. Ma mère était cachée pendant la guerre dans un petit village juste à côté de Saint-Main-le-Grand, c'était la boulangerie des frères Bonnet. Le vélo, je le connais bien, c'est une école de souffrance.
Et un de mes grands souvenirs, ça sera justement ça avec Armstrong. Un portrait de Cassius Clay, j'ai passé 3 jours avec lui, on ne s'est pas quitté. Évidemment Jean-Claude Killy, parce que Jean-Claude c'est un monument. Jazzy aussi. Et si je suis encore là dans ce métier, souvent je me pose la question, je me dis, comment tu as fait pour être là? Eh bien je me dis que le mental que j'ai, c'est un mental de sportif. Quand on passe 15 ans dans l'ombre des champions, vous savez, moi j'ai fait la première Coupe du Monde en 1970 au Mexique. Première retransmission en couleur depuis le continent latino-américain, la dernière de Pelé. Je suis devenu copain avec eux. En 1974, je suis allé en Allemagne. Kaiser Frank. C'était l'Allemagne triomphante qui a gagné sur son terrain. En 1978, je suis allé en Argentine, pendant la junte militaire. Un très mauvais souvenir à cause de ça. Et c'est Platini qui était là-bas, avec ses équipes. Et puis l'Argentine gagne sur son terrain, mais on joue au football en surface et on torturait dans les vestiaires. C'était ça la team argentin. Donc ça m'a gâché beaucoup de choses. 82 évidemment, l'Espagne, avec Schumacher, on aurait dû gagner cette finale. J'ai terminé en 86, c'était encore au Mexique, Guadalajara, la dernière Coupe du Monde. C'était Luis Fernandez qui nous a qualifié au penalty et on a été battu ensuite par l'Allemagne. Donc moi le sport, c'est des choses essentielles. Et j'ai une admiration sans borne, mais sans borne pour les champions cyclistes. Au point même de trouver des circonstances atténuantes à ceux qui prennent de temps en temps, et peut-être plus souvent qu'on l'imagine, des produits interdits, parce que c'est pas Eric Fotorino qui me dira le contraire, qui n'a jamais souffert dans un col en vélo, que ce soit à 8 à l'heure ou à 21 à l'heure, ne saura jamais ce que c'est que cette souffrance. Vous savez, quand vous regardez le Tour de France, vous avez l'impression que c'est comme ça, mais vous n'êtes pas savoir ce que c'est. Et Eric, si vous êtes dans votre poste le jeudi, le 31 mai, c'est le jour de l'Ascension, vous allez voir que j'ai fait quelque chose qui va vous surprendre. Il y a une émission qui marche très fort en France qui s'appelle Affaires conclues. Tous les après-midi avec Sophie Davant, on met aux enchères un objet. Et ils font 2 ou 3 fois par an un prime time, un grand 20 ans. Et j'ai participé à celui qui a été enregistré à Lille sur la Sorgue, tout près de chez moi, en Provence. Et là, le jeu consiste pour le ou les people qui viennent à mettre aux enchères un objet personnel pour une bonne œuvre. Et j'ai mis aux enchères le vélo qu'Armstrong m'a offert. Car pour me remercier d'avoir fait ce portrait, Armstrong est venu en France avec 2 vélos sur mesure, l'un pour Nicolas Sarkozy, car Sarkozy est un inconditionnel Armstrong, et il m'a fait un vélo à moi, que j'ai mis aux enchères, qui est monté jusqu'à 8 500 €, et c'était pour une bonne œuvre, c'était pour les orphelins des pompiers en France, qui ont beaucoup donné cette année. Et donc, j'avais ce vélo d'Armstrong, que je regardais comme une œuvre d'art. Je suis jamais monté dessus une fois, mais il y avait une pédale automatique et j'ai trouvé ça dangereux. Il pèse 6,4 kg, qui est en dessous du poids autorisé par l'UCI. Et le jour où j'ai essayé son vélo, il y avait du Mistral. Et le Mistral, quand vous êtes sur un vélo aussi léger, dans une descente, ça peut provoquer des catastrophes. Donc j'ai gardé ce vélo comme une œuvre d'art. Et je me suis dit, eh bien, après tout ce qu'on a su sur Armstrong après, au moins ce vélo, il va faire plaisir à des gens, il va aider les pupilles, les orphelins des pompiers. Et c'est vrai qu'Armstrong, son portrait que j'avais fait dans le Colorado, à Aspen, m'avait beaucoup marqué. Et lorsqu'Eric Fotorino, droit dans les yeux, lui a dit « Répondez-moi franchement, on était tous comme ça ». Quand on sait ce qui s'est passé après, évidemment, c'était une grande déception. Mais je ne vais pas rentrer dans une polémique devant vous, parce que c'est un sujet... on peut en parler pendant des heures, c'est comme ceux qui n'aiment pas la corrida. C'est-à-dire que moi je considère qu'il y a beaucoup, si on fait la liste, je dis ça devant M. Fotorino, si on fait la liste de tous les champions de toute génération qui ont marqué l'histoire du cyclisme, et si on fait la liste en disant la vérité, quels sont ceux qui ont pris les produits, qui l'ont avoué, qui ne l'ont pas avoué, et qui sont passés à travers les gouttes, si j'ose dire, vous verrez qu'ils sont beaucoup plus nombreux que vous imaginez, mais quelque part, malgré tout, parce que je sais ce que c'est d'avoir une défaillance dans le Ventoux, j'en ai eu 3 à chaque fois, quelque part, je leur trouve des circonstances atténuantes. On peut dire ça comme ça, Eric ?
Michel Drucker, il y a beaucoup d'honnêteté dans ce que vous dites. Je voulais juste ajouter une petite chose, c'est qu'en 2013, j'ai organisé un petit tour de France avec des jeunes qui sont venus, Michel. Magnifique aventure, vous en avez parlé sur mon plateau. Absolument. Et alors, Michel, j'aimerais que vous racontiez au public l'histoire que lorsqu'on avait lancé cette aventure au Théâtre du Rond-Point, vous vous souvenez, avec Jean-Michel Ribes, vous aviez raconté une histoire qui nous avait fait hurler de rire avec Antoine Blondin et le playback. Vous vous souvenez de ça? Alors moi, j'ai suivi un Tour de France complet, j'en ai suivi deux. J'avais 90, gagné par Greg Levin, et j'étais le parrain d'une équipe, le Crédit Agricole, avec M. Zanier, qui était un sponsor important. Et j'étais tellement impressionné par ce que j'ai vu, parce que j'ai eu la chance, moi, de suivre le Tour dans la voiture la plus exceptionnelle pour le voir, la voiture du médecin. Le médecin qui était Gérard Porte. J'avais Raphaël Gimignani, immense champion comme chauffeur, et au bout d'une heure, parce que Raphaël, lui, il s'arrêtait beaucoup dans les villages pour boire un coup en prenant de l'avance en attendant le peloton. Et puis au bout d'une étape, j'ai dit Raphaël, je fais la première partie de l'étape avec toi et la fin, ou parfois le début, avec le médecin. Voiture décapotable, j'ai vu une souffrance. J'ai vu des coureurs venir à la visite médicale le matin, la main sur le pare-brise, se faire une piqûre à 30 à l'heure, le peloton était parti, ils étaient tombés la veille dans un col, je dis mais jamais ils seront à Paris. Ils étaient là, j'ai dit à Dr Porte et Gérard, ils sont tombés dans le col hier, il y a encore les Pyrénées qui arrivent, et ils sont encore sur le vélo, ils l'ont sur le vélo, ils étaient libérés à Paris. Et j'ai vu ce que c'était que reculer les limites de la vie. Le Tour arrive et je vois Antoine Blondin, magnifique plume. Antoine qui a écrit tant de beaux papiers sur le vélo. D'abord, j'avais suivi Antoine à ses derniers tours. Et pendant toutes les étapes, il m'avait fait tellement rire. Et je lui dis, tu sais Antoine, je veux savoir ce que c'est. Je veux voir ce que c'est de faire du vélo maintenant. Donc on a fait un vélo. Et Antoine Blondin, qui était toujours entre deux eaux, qui n'était pas tout le temps minéral, me disait comme ça, il dit, tu veux vraiment faire du vélo? Ah ben, tu sais, toi qui reçois des chanteurs bidons, tu ne monteras pas le Ventoux en playback. C'est magnifique. Antoine Blondin qui m'a dit un jour, mais tu sais, j'ai toujours fait du sport. Je dis, quel est ton sport favori? Il dit les barres parallèles. Un bar rive gauche, un bar rive droite. Donc Antoine Blondin et le Tour de France, ça m'a enchanté et ça restera un des plus grands souvenirs. On m'a proposé de commenter le Tour dans les étapes de montagne, en tout cas d'être l'amateur éclairé en tout cas, le consultant. Je ne sais pas si je le ferai parce que c'est très fatigant le Tour et puis c'est très dangereux dans les descentes. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ma carrière elle est longue. Mais ce que je retiens déjà de tout ce que j'ai fait, c'est ça. Vous savez, passer un mois avec Pelé, je vais vous dire, je suis tellement passionné par les gens du sport et par les stars et leur destin que pour les rencontrer, je déjeune souvent avec leurs parents. Pour connaître Thierry Lhermitte, j'ai connu ses parents. Pour connaître Obispo, j'ai invité sa maman à déjeuner. Pour connaître Junio, à l'époque de Splendide, j'ai voulu connaître ses parents. Je suis toujours passé par les parents avant de les connaître. Et pour vous donner une idée à quel point ça m'a été utile, c'est que lundi, je déjeune avec les parents d'Mbappé. Voilà. Je veux connaître leur fils, mais je ne veux pas connaître les parents. On arrive malheureusement. Si vous voyez un jour avec Mbappé sur mon plateau, avec ses parents, vous comprendrez que ça s'est fait là. On arrive malheureusement quasiment au terme du temps qui nous est imparti. On va marcher de page de pub. Non, c'est pour ça que j'ai un cardiologue qui me dit, Michel, et tout ce que vous faites, l'école, arrêtez de faire l'école, arrêtez de faire le Ventoux quand il fait chaud, parce que je parle devant un spécialiste. Vous savez que pour faire le Ventoux, il faut faire un col. Quand on est un amateur éclairé, il faut 3000 bornes de bosse. Le bosse, c'est le jargon du vélo, de cours. Il faut 3000 kilomètres d'entraînement pour ne pas y laisser sa peau dans le vent. J'habite au pied du Ventoux. Donc,
le médecin m'a dit un jour, et puis il y a quelques années, c'est pas mieux, je ne me suis pas hydraté assez, Eric sait ce que c'est, j'étais en plein soleil, en plein cagnard, au pied d'un petit col, et là, pas assez alimenté, hypoglycémie sur un vélo, c'est comme s'il n'avait plus du tout des sang dans la là. Fini, mort. KO, le cœur montait très haut, et j'ai fait ce qu'on appelle dans le langage des médecins une défibrillation auriculaire. C'est-à-dire à un moment donné où le cœur en monte là, ça peut ne jamais se reproduire. Ça ne se reproduira jamais, mais il faut faire attention. Donc voilà, maintenant j'ai un VTT lourd, 22 kg, moustache, assistance électrique, et je fais le Ventoux, et je double des champions en me frisant la moustache. Non, je ne double pas les champions. Les champions dans le Ventoux, ils sont encore plus forts que nous, même les Américains. Une toute dernière question, parce que la responsable de la programmation du salon de livre, Simon, a eu une bonne idée. Elle nous a demandé un coup de cœur. Et vous avez choisi un livre, et franchement, ça ne m'a pas tellement étonné, parce que je vous avoue que j'ai eu un sourire en lisant les remerciements de votre livre. Si vous permettez, je vais les lire. Merci à mon cardiologue de toujours, le docteur Michel Desnos, au docteur Marcel Michou et Michel Avi, les généralistes, le premier à Paris, le second en Provence, au docteur Bernard Azoulay, qui veille sur ma voix, au docteur Alain Agé, qui surveille les yeux, au docteur Alain Dussert, qui prend soin des poumons, à ma dermatologue, le docteur Caroline Glorin, à mon urologue, le docteur Marc Meinenberg, à mes deux ostéopathes, Christophe Réto à Quiberon et Denis Forgeron à Paris. Ce sont mes 10 bons génies de la longévité heureuse. Dans les années qui viennent, je pense que cette liste s'agrandira encore. Et alors, comme par hasard, votre coup de cœur, c'est un de ces médecins. Vous allez choisir un livre qui est sorti le 7 mars, votre ordonnance santé par le docteur Marcel Michou. Absolument. Et pourquoi ce livre-là? Parce que Marcel Michou est un généraliste comme on n'en fait plus. Mon père était médecin de campagne, un vrai médecin de famille. Aller trouver un médecin généraliste, un médecin de famille, maintenant, c'est très compliqué. Donc lui, c'est un des derniers généralistes. Et je lui fais confiance, au point même que comme il est très brillant, je lui demande de venir sur mon canapé de temps en temps. Donc je me suis dit, comme je suis hypochondriaque, on ne sait jamais ce qui peut arriver, une émission dure 2 heures. Hein. Je préfère avoir le médecin sur le canapé, et je m'aperçois que quand il est là, ben, d'autres que moi sont rassurés. Il y a hypochondriaque, Guillaume Canet, hypochondriaque, Arthur, hypochondriaque. Je ne suis pas le seul. Mais moi, je suis plus sophistiqué que ça, parce que j'habite moi au-dessus de la clinique de la vision, je peux descendre en pyjama, en CPM, juste en face, il y a un labo, à côté du labo, un scanner, 2 pharmacies. Et quand je sors le matin faire un petit peu de vélo depuis un peu de temps, je rentre à la pharmacie et je dis « Qu'est-ce que vous avez comme nouveauté ?» Et ma femme me dit « Il ne te reste qu'une adresse que tu ne pas encore, celle d'un psychiatre. » Il faut du temps pour rester jeune, Michel Drucker, avec une très jolie photo de Nico Saliagas. C'est Nico Saliagas qui a fait la photo, car c'est un très très bon photographe. Alors, on n'a pas eu le temps de tout lire, Michel, mais il est question de Johnny là-dedans. Il y a des pages très émouvantes à la fin sur votre voyage en Israël. Il y a beaucoup de belles anecdotes. Ça vaut vraiment la peine. J'imagine que vous allez signer des livres pour les gens qui le souhaitent. Oui, je suis là pour ça, je suis ravi. Merci Eric Fotorino de nous avoir rejoint pour la dernière partie de cet entretien. Merci infiniment. Est-ce que je peux encore poser Michel Fotorino? Mais c'est vraiment une question spéciale. Est-ce que c'est le timing? Il y a une équipe qui domine le cyclisme mondial, c'est l'équipe Sky. Sky, c'est une chaîne de télévision anglaise. Ils ont gagné le tour, ils n'arrêtent pas de gagner le tour avec 3 minutes. Quand est-ce que la suprématie de l'équipe Sky va s'arrêter? Parce que là où ça va, je ne vois pas qui pourrait le mettre en péril. Alors, cher Michel, si vous lisez là, Le Temps, le grand journal suisse de Genève, il y a un article aujourd'hui dans Le Temps sur cette équipe Sky qui a été vendue à un nouveau sponsor, et ce nouveau sponsor est déjà contesté parce que son métier s'appelle, je crois, Oneos. Son métier, c'est faire du craquage de pétrole et des gaz de schiste. Donc vous voyez que leur conférence de presse, ils n'ont même pas dit où elle était parce qu'ils ne voulaient pas que les militants écologistes aillent. Mais cette équipe sera la même que la Sky. Donc je pense que rien ne va changer, tout change et rien ne change, et pour longtemps. Et vous voyez ce qui est désolant, parce que c'est un sport qu'on aime beaucoup. Michel est modeste, mais vous savez, il pédale. Et eh bien, c'est que le budget de la Sky se compte quasiment en millions d'euros. C'est à peu près dire. Même si on ne compare pas, c'est le budget du Qatar et du PSG. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là.
Et toutes les équipes françaises ou belges ont des budgets de quelques centaines, dizaines, centaines de milliers d'euros. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas égalisé les conditions économiques des coureurs, je crois que l'équipe de France gagnera encore longtemps. La seule chose, et ça c'est au mot de la fin, ce qui est rassurant quand même, c'est qu'on peut avoir les stars et se planter, voir le PSG. Voilà, mesdames et messieurs, merci de remercier Michel Beaucaire pour ce beau moment de partage avec des applaudissements.